Alors, avec Julien, on va vous parler aujourd'hui d'un objectif bonus pour votre carrière qui est le burn-out. Pourquoi on a choisi cette thématique? Malheureusement, parce qu'on la connaît bien, Tout à fait. du moins suffisamment pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Ensuite, parce que c'est une thématique qui a pas mal de préjugés, beaucoup d'idées reçues aussi, qu'on va essayer de lever au travers du talk. Et enfin, parce que ça peut concerner absolument tout le monde. Donc, vous tous et toutes qui êtes dans la salle, vous pouvez un jour faire un burn-out. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il n'y a pas un profil type du burn-out. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Juste pour préciser aussi, on n'est pas psy du tout, pas médecin non plus. Donc, on va uniquement se baser sur les recherches qu'on a faites et nos expériences personnelles. Donc, ne prenez pas forcément tout pour argent comptant. Et tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui ne se substitue évidemment pas, j'ai réussi à le dire, à un avis médical ou une consultation auprès d'un professionnel. Alors, superbe sommaire. On va commencer par vous raconter 2 histoires de personnages complètement fictifs et purement inventés, Absolument. pour vous montrer Absolument. qu'il peut y avoir Aucun lien. pour vous montrer qu'il peut y avoir vraiment plusieurs histoires autour du burn-out, plusieurs façons de faire son burn-out. Chaque histoire est différente. Ensuite, on fera une petite passe un peu plus théorique avec la courbe du burn-out. Comment on en vient en fait à faire son burn-out? C'est pas un matin, on se réveille, on se dit tiens, je vais tenter ça, ça a l'air pas mal. Ouais. Il y a des étapes Ouais. avant avec un certain nombre de signaux qui, en l'occurrence, sont souvent occultés. C'est pour ça qu'on en vient à faire son burn-out. Et ensuite, différentes étapes après qui sont souvent les étapes les plus compliquées et la partie la moins rigolote, si on peut dire ça La comme moins ça. fun. Et surtout, la dernière partie du talk, c'est surtout sur ça qu'on va nous insister, c'est la prévention. Ouais. Donc, comment prévenir le burn-out, les petits tips, les trucs et astuces pour éviter que ça vous arrive. Avant de commencer, juste pour remettre au clair un élément de langage, qu'est-ce que c'est un burn-out? C'est un état d'épuisement émotionnel, physique et psychique lié à un contexte professionnel. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est vraiment associé au contexte professionnel. C'est indépendant d'un état de déprime. Et c'est aussi une maladie qui est désormais reconnue par l'assurance maladie. On est bon? On On est tout démarre? bon. Allez. Tout à fait d'accord avec toi. Pour faire ce talk, on s'est basé, donc je le disais, sur nos expériences personnelles et on a fait aussi un certain nombre de recherches. Et au travers de nos recherches, on a découvert pas mal de choses qui nous ont parfois un petit peu surprises, étonnées. Donc on a voulu vous les partager. On va commencer par un petit quiz, on va dire. Alors, à votre avis, quel pourcentage de salariés en France est en burn-out, BO burn-out, à l'heure actuelle? C'est une étude qui date de 2023. 12 8 8, 12, Combien 5 5. Qui dit mieux? Eh bien, c'est 34. Ah ouais, quand même, hein. Donc Ouais. effectivement, un tiers de la population est en burn-out en France ou en phase de rémission ou en a fait un au cours de l'année. Donc quand je disais tout à l'heure que ça peut effectivement toucher tout le monde, ça peut effectivement toucher tout le monde. Deuxième question, dans notre domaine, donc j'ai pris celui du service au sens large, il n'y avait pas le domaine dédié à l'informatique. Quel pourcentage représente parmi les différents domaines d'activité le domaine du service dans ceux qui font des burn-out? Plus 43. Eh va. Quand même. un peu moins. On est mieux lotis. 29% de notre domaine est concerné par le burn-out, sachant que c'est le domaine de la santé qui arrive en top. Je pense que l'effet Covid est passé par là. Première position. Et enfin, quelle est la tranche d'âge qui serait la plus concernée par le burn-out? 25, 35, 40? 18-60. Ah, 18-60, c'est pas 18-60, mal. ça me C'est paraît large, mais pas au moins, mal, on est ça. sûr de viser C'est bien. juste. C'est une sacrée tranche. Eh bien, c'est les moins de 25 ans. 59, de 29 ans, pardon. 59% des moins de 29 ans sont touchés par le burn-out. Et on vous a mis aussi les autres catégories qui sont remontées. Les managers, ça plus ou moins sans surprise. Et les télétravailleurs. Ça, c'est ce qui nous avait plutôt le plus étonné avec Julien. Hein, c'est effectivement la partie télétravailleurs. Donc voilà pour les petites infos pour démarrer. On enchaîne avec l'histoire de Allez, je vous parle de notre Julie. personnage fictif? Bien évidemment. Alors, Julie, je vais vous... Ah, c'est totalement fortuit et c'est pas vraiment pas fait exprès. Hein. Julie est une jeune cadre dynamique qui est évidemment engagée dans sa boîte. Et pour préciser et donner un peu de contexte, sa boîte, c'est un cabinet de conseil d'une trentaine de personnes.
C'est la facilitatrice de l'équipe. Alors, il n'y a aucun lien, vraiment aucun lien. Facilitatrice de l'équipe, elle fait en sorte que tout roule au bureau pour que ses collègues, bien évidemment, puissent faire leur boulot dans les bonnes conditions. Elle est naturellement tournée vers les autres avec l'envie de bien faire. Ça, c'est important. Ça nous prend, elle y met beaucoup d'énergie. Elle reste à disposition de l'équipe, elle met souvent ses tâches en pause pour évidemment aider les collègues. Dans son périmètre d'activité, elle doit gérer aussi la petite boutique e-commerce de la boîte. Et c'est dans ce contexte-là qu'un jour, elle se retrouve confrontée à une commande client, une grosse commande client, où elle doit livrer un produit lourd et encombrant pour son client à livrer dans une semaine. La question, c'est, à votre avis, comment va-t-elle s'y prendre? Je vous ai proposé 3 solutions, vous me dites ce qui vous convient le mieux. Soit elle se débrouille toute seule, aucun lien, vraiment c'est complètement fortuit. C'est libre d'accès sur internet si vous voulez. Elle demande, aux collègues de l'aide, après tout, pourquoi pas? Ou alors, après tout, c'est pas son métier, elle est pas livreuse, donc le client est gentil, mais elle va annuler la commande et elle s'en occupera pas. À votre avis, que va faire Julie? Elle va se débrouiller toute seule, ça semble être dans ses cordes, c'est vrai, elle pourrait. La bonne réponse est plutôt qu'elle va quand même demander de l'aide aux collègues. Après tout, les collègues lui en demandent assez dans l'année, elle se dit: «Mince, bon, pour un coup, c'est moi qui ai besoin, donc je vais demander de l'aide». Évidemment, c'est ce qu'elle fait. 2 collègues vont s'engager à l'aider, un collègue qui va proposer même sa remorque pour transporter le truc et tout ça, il sera là le jour Sympa. J, et un second collègue qui dit: «Bah, pas de problème, moi je serai là aussi pour t'aider, ne t'inquiète pas». Super! Bon, sauf que, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la veille, le premier collègue avec la remorque va dire: «Bah, en fait non, désolé, mais ma remorque est full et puis de toute façon, je ne serai pas là le jour J, donc il faudra que tu te débrouilles tout seul». OK, donc Julie, va se débrouiller pour louer une camionnette. Bon, tout semble rentrer dans l'ordre, rendez-vous demain à 9h. Elle confirme quand même au second collègue en disant: «Tu es bien là demain?» «Oui, OK, c'est bon». Le jour J, évidemment, le second collègue lui fait aussi faux bon en disant: «Bah non, finalement, je suis malade, donc je ne peux pas venir». Du coup, Julie, elle fait le nécessaire. Elle, avec le sourire, elle va quand même charger, la camionnette qu'elle a louée avec le matériel lourd. Elle va livrer le client en temps et en heure, parce qu'après tout, c'est pas sa faute au client. Donc elle fait le nécessaire. Elle se fait quand même très mal au dos, ça c'est la mauvaise nouvelle, et du coup, elle pète un câble parce que quand même, il faut pas déconner. C'était un petit peu la goutte de trop. Si ça vous fait écho et tout ça, bon, ça peut nous arriver, hein. On va enchaîner avec, Lucien? Ce bon vieux Lucien? Bah oui! Allez. Et tu as Ah pas mais rien à perdu, voir, hein. c'est pas notre faute, je veux dire, c'est Alors, le bon Lucien, c'est également un jeune cadre dynamique qui est engagé dans sa boîte depuis longtemps. Il multiplie les différentes casquettes pour satisfaire ses collègues, sa direction, son entourage et surtout la petite voix intérieure qu'il a et qui lui dit: «Allez, tu peux y arriver, tu dois le faire, de toute façon c'est ton job, tu as pas le choix». Il est jeune, il a de grosses responsabilités, parfois sur des sujets nouveaux qu'il ne maîtrise pas encore totalement et surtout il veut faire de son mieux, bien faire son job et que tout le monde soit content. Et un jour, il doit gérer cette situation. Il est déjà essoufflé par plusieurs années où il a assumé tout seul plusieurs responsabilités, et on lui confie encore un nouveau challenge. Il démarre, il appréhende, il commence à l'apprivoiser, il est encore en phase de montée en compétences. Et là, paf! Le voilà propulsé à un nouveau poste, en plus des trucs précédents, sinon c'est pas drôle, dans lequel il a des injonctions contradictoires, dans lequel ses décisions sont souvent remises en cause et lui-même parfois bypassées. Donc c'est franchement pas hyper sympa. Et en plus de ça, le pauvre Lucien, il a quelques soucis de santé qui s'accumulent à tout ça, histoire de faire un joli petit cocktail. total. À votre avis, dans cette petite situation intéressante, comment Lucien va s'en sortir? Il Oh, va se débrouiller c'est beau. seul et il va gérer l'ensemble des tâches qui lui sont confiées. Il va demander de l'aide à ses collègues, histoire de ne pas se débrouiller seul et d'essayer de déléguer. Ou bien fuck, il va se barrer en vacances Pas mal. tout seul C'est et bien aussi ça. laisser tout le monde, oui tout à fait, Ah et oui, oui, c'est laisser tout le les monde photos sont réelles. se débrouiller sans lui. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Lucien? Là, c'est ah, ah, Il partira pas en vacances? Bah, il va se ah. débrouiller tout seul, Ouais, 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 forcément. ouais. Évidemment, c'est pas le moment pour lui de laisser tomber ses collègues, de leur rajouter en plus du taf parce qu'ils ont déjà, hein, le leur. Donc il continue, il sourit, il serre les dents et puisqu'en plus il est dans le déni, il se dit que ça va passer et qu'il finira par y arriver. On vous a raconté ces histoires pour vous montrer qu'il y a différentes façons, en fait, de faire son burn-out et on va passer à la partie un peu plus, théorique sur Yes, comment ça s'est, précédé et les étapes pour s'en sortir. yes. Déjà admirer le trait, la patte du dessin, ça c'est Lulu qui a
fait sa plus belle griffe. Alors l'idée là, c'est un peu plus théorique, mais c'est simplement pour vous donner aussi un petit contexte. Le burn-out, c'est pas quelque chose qu'on fait en une fois et qui voilà, c'est vraiment un process qui est un peu plus long que ce qu'on pourrait anticiper. Il y a déjà une phase d'euphorie, ça c'est la première. C'est la phase où on pense qu'on va y arriver. Donc on charge la mule, et cetera, mais tout va bien. On va faire les efforts, on est dans la spirale du dynamisme. On se rend pas compte et tout va bien. Ensuite, on a le burn-in, qui est la seconde phase, où là on commence un petit peu à descendre. Ça, c'est le processus d'épuisement en cours, c'est-à-dire qu'on commence à vraiment taper sur les batteries. On consomme une grosse quantité d'énergie et on n'arrive pas à recharger. Donc, on peut dormir ce qu'on veut, c'est pas assez récupérateur. Le corps est en souffrance, ça c'est important de le signaler, mais on s'en rend pas compte en fait et on pense qu'on est parfaitement capable de s'en sortir et de gérer le stress. Et cette phase-là, elle peut durer plus ou moins longtemps, donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur la durée de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ensuite, le burn-out. Donc là, c'est pour ça aussi, on a mis volontairement un time beaucoup plus court parce que là, c'est l'élément déclencheur. C'est vraiment le moment où vous allez craquer. Là, on est au C'est fond du assez trou. bref. Ouais, c'est très bref. C'est le moment, le jour J. Ça, c'est le craquage qui est plus ou moins court ou violent en fonction des personnes. Ensuite, on est au fond du trou. Hein, c'est la phase de vide et d'effondrement. Là, c'est propre à chacun. Donc, les différents symptômes, je ne rentrerai pas dedans parce que ça peut être effectivement lié à la personnalité de chacun. Ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer aussi plusieurs mois. C'est vraiment un état amorphe où on a envie de rien, c'est la déprime. C'est l'effondrement émotionnel dont parlait Lucie tout à l'heure, qui est caractérisé en fait par ce sentiment d'épuisement. On n'a vraiment plus envie de rien et on est même incapable de faire face en fait même aux exigences les plus basiques, quoi. Se laver, ça devient une épreuve. Ça peut être Gênant. aussi un symptôme. Ouais, exactement. Ensuite, la phase de compréhension-réponse. Ça peut être gênant. On est toujours au fond du trou, mais on commence à avoir les premières réponses. C'est là où on va déclencher déjà le suivi médical. Donc on va commencer à se faire aider. On reprend contact aussi avec les amis, les proches, les collègues, etc. pour essayer de trouver les premières réponses et puis surtout avoir du recul par rapport à ce qui nous arrive. Ensuite, on a cette phase de remontée, là où on a le petit palmier. Pourquoi? Parce que c'est là où on commence à ressortir vraiment. C'est là où on se dit, bon mince, je vais me mettre 2 semaines au vert, etc. C'est là où on commence à reprendre des décisions, on va se fixer des premiers objectifs. Le travail sur soi, bien évidemment, a déjà commencé en amont sur la phase de compréhension, mais là, on continue et on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et surtout, c'est ce moment crucial où on se pose la question de savoir si on retourne au boulot ou pas. Après tout, le burn-out, c'est ce que expliquait Lu, c'est que c'est quelque chose qui est déclenché dans le cadre professionnel. Donc la question de savoir si on retourne au boulot, elle se pose en général à ce moment-là. Et ensuite, on a cette phase de remontée. Ici, on a atteint le petit drapeau. Potentiellement, on est revenu au boulot où on en a trouvé un autre. Mais ce qui est important, c'est d'éviter la rechute. Voilà, très bien. D'éviter la rechute, de se dire bon, ok, je reviens au boulot, mais je suis plus fort qu'avant. Donc je ne referai pas les mêmes erreurs. Est-ce que Lulu, tu peux nous parler de ces signaux avant-coureurs du burn-out Ouais, qui pourraient nous absolument. permettre d'anticiper un petit peu le bousin là? Alors évidemment, c'est des signaux que nos personnages fictifs n'ont pas décelés, ou du moins ont mis sous le tapis, sinon on n'en serait pas arrivé là. Il y a un certain nombre de signaux que je pense vous connaissez plus ou moins tous, mais il y en a aussi certains qu'on ne soupçonne pas. Donc la fatigue, on va revenir dessus. Le cynisme, c'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un de plutôt habituellement bienveillant, plutôt enjoué, positif, et là vous allez faire preuve de cynisme, voire de Hein? dépersonnalisation envers vos collègues, envers votre entourage. Donc on Ça l'arrête ne s'est après, pas hein. affiché. Ah. Ouais. L'épuisement émotionnel, vous allez être irritable, vous allez avoir des sautes d'humeur, vous allez passer du rire aux larmes à tout moment. Des troubles du sommeil, alors que vous êtes fatigué, vous n'arriverez pas à avoir un sommeil de qualité et réparateur. Vous allez ruminer, forcément. Et une sensation en fait de Oui. malaise général. On n'est pas bien, on est dans un mauvais mood, si je puis dire. On n'arrive pas du tout à prendre de recul sur ce qui nous arrive. On se dit ça va passer, la semaine prochaine ça ira mieux, c'est bientôt le week-end ou je suis bientôt en vacances. Mmh. Et on est absolument plus motivé pour rien. Pas forcément pour son boulot, mais aussi pour des choses qui habituellement nous provoquent de la motivation, du plaisir, de l'intérêt. On va avoir tendance à avoir un certain excès de zèle, donc ça peut se traduire par le fait de faire beaucoup d'heures au boulot ou pas. C'est aussi le fait de s'empresser à rendre service à l'autre, de faire son job et de se dire que de toute façon, on va pas arrêter maintenant. On est lancé et on est dans cette spirale. On va avoir tendance à avoir une consommation excessive de produits addictifs en fonction des uns et des autres, l'alcool, le tabac, la drogue. Tous là? Le coca est forcément pas du zéro, un truc bien sucré qui permet en fait cette espèce de drainage que l'on a. Des troubles physiologiques qui n'ont pas de cause organique, donc c'est-à-dire des migraines, des troubles digestifs, des raideurs dans les muscles, alors que vous n'avez pas de réelle cause physique médicale.
Et il me semble que je les ai tous Ouais. mis. Et le stress permanent, Ouais. effectivement, qui vient se rajouter à tout ça. Il y a un test très sérieux d'une célèbre psy qui s'appelle le test de Maslach qui vous permet de savoir de manière assez rapide et facile, donc ça ne substitue pas non plus un avis médical, mais si vous êtes en état de burn-out. Et surtout, ce principe qui dit que si vous ressentez au moins 5 de ces signaux, vous devez vous alerter et vous dire il y a un truc qui est quand même pas tout à fait normal qui est en train de se passer en moi. L'ensemble de ces signaux aussi, forcément, peuvent même être un peu plus dangereux. Ça va être la partie moins fun, mais forcément, l'ensemble de ces signaux peuvent induire des comportements à risque qui peuvent créer de l'inattention sur la route quand on va être au volant, donc des accidents, avoir des comportements qui sont vraiment plus dangereux qu'en temps normal et qui vont vous mettre en risque et mettre aussi en risque les autres. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas les sous-estimer. Tout à fait. La partie la Ah plus oui. fun, comment on Mmh. prévient Bah maintenant oui! tout ça? C'est pas tout de vous dire un petit peu ce qui se passe, c'est, voilà, essayons ensemble de pouvoir prévenir tout ça. Alors on les a regroupés en 6 catégories. La première effectivement, bah, c'est le soutien de l'entourage, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de se faire accompagner aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, dire que voilà, vous vous sentez pas bien et cetera et voir aussi aller chercher un appui médical. Ça évidemment, c'est le meilleur moyen de s'en sortir aussi, c'est, de se faire aider. Donc ça, c'est l'entourage peut vous permettre de détecter aussi les premiers signes, hein, comme disait Lulu. On ne prend pas de recul sur ce qui est en train de nous arriver, ça c'est un des premiers signaux. Donc le fait que ce soit les collègues, les copains, la famille qui puissent vous dire: «Il y a un truc qui est en train de te passer là», OK, là ça peut être les premiers signaux. Donc ne pas hésiter à les écouter. La deuxième chose, puisque c'est quelque chose qui se déclenche sur le cadre du travail, l'environnement de travail est très, très important. Donc c'est travailler l'ambiance. Vous faites en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans votre équipe. Ne ménagez pas votre communication avec les collègues, avec vos managers et tout ça, c'est très, très important. Essayez de désarmer les bombes quand il est temps. Évitez les surcharges, n'hésitez pas à déléguer aussi ou à dire non, ça aussi c'est important. Et prenez des pauses, ça c'est très, très important aussi. En plus, on est équipé chez Zenica pour le faire, donc surtout n'hésitez pas. Ensuite, loisirs et sport, pratiquez des activités. Faites du sport, c'est pas à Tim que je vais apprendre ça, mais c'est important. Les sorties entre amis, tout ça, c'est le moment où voilà, vous désamorcez aussi justement tout le stress que vous avez accumulé pendant la journée ou la semaine et ça vous permet de vous déconnecter de ce que vous avez en tête par rapport au boulot, quoi. Donc ça, c'est important. L'alimentation, j'ai enlevé le coca parce que j'ai compris que c'était pas de non, donc vitamines et aliments sains, donc bon, Seb Nailou n'est pas là, mais sinon ça le ferait rêver. N'hésitez pas à manger, voilà, des légumes, des trucs, il faut des vitamines. Enlevez toutes les carences parce que si vous êtes bien dans votre corps déjà, l'esprit va suivre. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, il y a de fortes chances pour que l'esprit soit aussi un petit peu, en difficulté et du coup, bah, vous allez semer les bonnes graines pour, passer dans le burn-out. Éviter alors regarde, donc ça évidemment, bah, tout ce qui est, tabac et café, Lulu en a parlé tout à l'heure, mais on le répète, ça c'est fortement déconseillé parce que ça va accumuler, et amplifier en fait l'état de stress dans lequel vous êtes. Donc là, c'est pas bon. 5e chose, éviter les frustrations et dormez. Alors ça paraît, simple à dire comme ça. Par éviter les frustrations, il faut le comprendre plutôt comme, OK, il va y en avoir de toute façon, mais comment est-ce que je vais réagir par rapport à ça? Donc c'est tâcher de maîtriser ces frustrations, de les accepter déjà aussi et puis de les surmonter. Donc comment et faites-vous aider si vous n'arrivez pas à gérer seul la frustration, quoi. Donc ça va vous permettre d'éviter le stress, tout ça et le fait d'avoir une bonne nuit de sommeil aussi et beh, ça vous prépare pour la journée du lendemain. Vous êtes reposé et du coup prêt à affronter les challenges du lendemain. Dernier conseil et non des moindres évidemment, bah, prenez soin de vous, ça c'est très, très important aussi, ça rejoint un petit peu tout ça, mais sortez, faites des activités, allez au bois, allez marcher, faites, un après-midi shopping, faites les achats sur Steam, j'en sais rien. Mais faites-vous plaisir quoi. Il y a un moment, il faut désamorcer le truc aussi. On a suffisamment de moyens en plus chez Zenica pour, pouvoir, voilà, vous libérer, un petit peu de temps, équilibre vie pro, vie perso, tout ça, ça en fait partie. Donc ça c'est très important. Il y a une citation que Lulu aime bien, alors je te laisse la Ouais, que primeur. j'ai reprise complètement d'un article que Nico nous avait partagé sur un développeur qui avait fait un article sur la santé mentale qui dit qu'effectivement la dépression, le burn-out ne se soucie pas de vos étoiles GitHub ou de l'évolutivité Mmh, avec laquelle vous avez réussi à créer votre cluster Kubernetes. ouais, Effectivement, vous n'êtes pas indispensable au boulot, vous l'êtes en revanche chez vous et auprès de votre famille. Voilà, donc exactement, tout ça c'est bien beau, c'est les grandes mesures. On vous a mis à la fin, on vous laissera les consulter puisque c'est assez dense et les slides seront transmis, mais des tips concrets sur OK, dans la vraie vie, comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait réellement, qu'est-ce qu'on met vraiment en place pour éviter d'avoir cet objectif bonus sur votre carrière. exactement. Merci. Merci à vous et surtout prenez soin de vous les copains. Bravo Juju. Bravo Lulu! Alors? Ça va mieux? Ça va mieux. Parfait. Par rapport à ça, comment ça se passe si on fait un déni de burn-out?
Tu es dans le déni, en fait. Tu fais un burn-out sans t'en rendre compte, quoi. Bah, en fait, c'est plutôt ce qui t'arrive au début. C'est-à-dire que tu es pas du tout en train de te rendre compte que tu fais un burn-out. Je pense que c'est ce qu'on se disait avec nos personnages fictifs. Quand tu vas voir le médecin, tu lui dis pas bonjour, je suis en train de faire un burn-out, arrêtez-moi. Tu lui racontes ce qui t'arrive et c'est souvent lui qui te dit ce que tu es en train de faire. Et ensuite, bah, le déni, finalement, il s'arrête assez vite dans le sens où c'est ton corps qui te lâche. Il y a différentes phases, différents états du burn-out. Tu as des personnes qui vont un jour se lever et être incapables de sortir de leur lit. Mais vraiment, physiquement, elles n'arriveront plus, elles sont à l'état léthargique. Donc là, en fait, tu n'es plus dans le déni, quoi. Ça te tombe dessus sans que tu puisses vraiment faire quoi que ce soit. C'est ça. En fait, on n'est pas les mieux placés. Nous, quand ça nous arrive, on n'est pas les mieux placés pour analyser ce qui est en train de nous arriver parce qu'en fait, on ne le comprend pas. Et puis, on pense qu'on est fort et que ça va jamais nous arriver, etc. Donc, en général, c'est plutôt l'entourage, c'est les collègues, c'est la famille, tout ça, qui, à force de nous voir réagir ou mal réagir ou pleurer pour rien ou des trucs comme ça, qui vont dire bah, il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Donc, dans ces cas-là, il faut ne pas hésiter aussi à écouter aussi ce que nous apportent nos proches pour nous dire bon, effectivement, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose de grave, puisqu'on n'a pas volontairement, on n'a pas parlé des symptômes du burn-out, mais ils sont pas drôles. Donc le but, c'est d'éviter de tomber dans cette spirale-là. Donc autant prendre les premiers signaux dès qu'ils arrivent, et si on n'a pas, nous, ce recul suffisant, d'écouter les autres pour nous permettre de savoir ce qui est en train de nous arriver, quoi. D'accord. Donc ça marche en fait quand tu communiques, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de communiquer ou ne veut juste pas en parler, quoi. Alors c'est soit une communication active, c'est-à-dire bah, tu vas toi-même parler de ce qui est en train de t'arriver et puis c'est les autres qui vont t'apporter une analyse là-dessus. Soit c'est une communication passive, c'est par ton comportement, c'est par ton absence aussi, c'est par le fait que tu dises non à toutes les invitations, etc. Donc il y a des personnes, soit c'est tes collègues, ça peut être tes proches, tes parents, ton frère, ta sœur, etc. Mon chat, moi qui me disait, il y a quand même un truc qui est en train de t'arriver, grand. Ah oui, donc il y a un moment, il faut l'écouter, quoi. Donc ça. Ah bah oui, mais c'était ça, j'ai eu des longues conversations avec mon chat et c'est là que je me suis dit, je vais peut-être aller consulter. En fait, les gens qui te connaissent te voient changer. Et c'est pour ça aussi que c'est l'entourage qui te dit mais attention, là, tu es en train d'avoir des comportements qui ne sont pas dans tes comportements habituels. Tu es en train de vriller, grand. Eh ouais, bah ouais. Bien sûr. Alors, tu peux avoir une multitude de façons de façons de le traverser, de le vivre. Tu peux avoir un tas de symptômes. On en a beaucoup parlé forcément et on n'a pas eu du tout Lucien et Julie les mêmes histoires. Donc effectivement, tu peux avoir plein de cas, des burn-out plus ou moins difficiles, impactants. Et ensuite, tu peux avoir en fonction de ton changement, toi, dans ta personnalité, des comportements qui vont être plus ou moins différents. C'est possible, effectivement, que ton entourage ne s'en rende pas compte. Pour ma part, c'est ce qui est arrivé. Où j'ai caché, j'ai pris sur moi, je souriais tout le temps, etc. Peut-être même trop. Du coup, personne n'a vu, moi-même, j'ai pas senti ce qui est arrivé. Et le burn-out a été du coup d'autant plus violent que personne ne l'a senti arriver, quoi. Et donc c'est là où j'ai vraiment pas compris. Ah ouais, mais non. Et ça, du coup, il faut l'éviter parce que s'il n'est pas anticipé, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ouais, moi la question c'était par rapport aux chiffres que vous aviez donnés au début sur les personnes en télétravail. Attends. Comment vous faites le rapport entre la personne qui est en télétravail et le burn-out en fait Alors, on a une supposition, pas d'explication claire, mais c'est une supposition. D'une, ça va être l'isolement. Le fait que tu vas pas avoir cette pause café avec le collègue pour discuter de ton week-end, tu vas pas avoir les interactions sociales que tu peux avoir quand tu es à l'agence. Et tu vas pas non plus avoir aussi tes rituels qui te permettent de couper. C'est-à-dire que quand tu viens au bureau, tu as la route le matin pour te mettre en condition, tu as la route le soir pour te sortir du boulot, tu as éventuellement aller chercher des pâtes, aérer l'esprit, enfin tu as différents moments qui te permettent de couper. Là où quand tu es en télétravail, souvent tu te lèves, tu te mets à ton bureau et tu arrêtes le soir. Donc c'est surtout ce côté aussi isolement et perte de rituel. Ouais, complètement. C'est ce qui m'a beaucoup manqué pendant le confinement, où je retitillais un petit peu mes anciens démons du burn-out et tout ça, le fait d'être loin de vous, c'était compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'avec Gwen, je demandais régulièrement de voilà, quand est-ce qu'on peut revenir, quand est-ce qu'on peut, parce que j'avais besoin de cette présence aussi, dans le cadre de mon boulot évidemment, parce que je fais partie, j'ai besoin de vous pour bosser, mais j'avais aussi besoin de vous simplement pour me sentir mieux en fait. C'était pour revoir du monde, quoi, parce que le confinement, je l'ai vécu vraiment et je l'ai fait vraiment à la lettre et tout. Donc quand on est allé vous déposer vos paniers apéro machin, j'étais bien content de pouvoir le faire. J'ai fait mon attestation bien comme il fallait pour dire que je pouvais. Gwen l'a signé et tout, mais là c'était vital, quoi. C'était un motif impérieux.
C'est pas une question, mais c'est un rappel. À Zenica, du coup, on a un mécanisme des managers qui sont là pour aussi vous éviter d'être tout seul et d'être isolé. Servez-vous-en. Normalement, c'est des points de contact réguliers. Il me semble que ça doit être minimum bimensuel. Enfin, deux fois, une fois tous les 2 mois au minimum, je crois, mais de préférence une fois tous les mois. Donc, utilisez ce créneau-là aussi. N'hésitez pas à partager comment vous vous sentez en mission, comment ça se passe, etc. Parce que si vous le décelez pas, eux, ils auront peut-être la chance de pouvoir le déceler à votre place. Merci. Exactement. Merci Alex du rapport. Parle au micro, vas-y. Je me posais la question, je ne sais pas si vous avez fait les recherches que là-ci, mais c'est quoi le rapport du burn-out à la dépression? Parce que c'est enfin, que ce soit les symptômes ou même la courbe, en fait, c'est hyper proche. Et De ce qu'on a trouvé, en fait, le burn-out, ça s'applique vraiment à un environnement professionnel. Là où la dépression, elle peut avoir des facteurs complètement personnels et parfois même zéro rapport avec ton boulot. Là où dans le burn-out, tu peux avoir un facteur perso en plus, mais le premier vrai facteur, c'est l'environnement pro. D'ailleurs, pour que ce soit reconnu comme une maladie par la Sécu, il faut démontrer le lien étroit entre ton état et ton activité professionnelle. Il faut que tu puisses démontrer que tu es dans cet état-là à cause de ton job et non pas à cause de... l'un peut impliquer l'autre, du coup. Enfin, Ouais, tout à c'est fait. ça, tout à fait. Et après, la déprime peut être un des symptômes du burn-out. Tu peux être complètement déprimé. Mais le burn-out ne peut pas se résoudre à une simple déprime. Ah oui, oui. Pour ma part, c'était ça. Ouais, ok, ça explique des choses. Merci. Dernière question, après on va manger, c'est ça? Ah, ça me plaît, moi. En plus, on va bien manger. Merci. C'est tout bon pour vous? Merci. N'hésitez pas, merci à vous. Bravo Lulu. Bravo, Lulu.